Hey, content de vous retrouver. Ce soir, je vous apporte 3 histoires Reddit les plus troublantes que j'ai pu trouver. Abonnez-vous pour plus, et on commence. Mon chien a disparu pendant 6 mois. Il est revenu, mais il refuse d'entrer dans ma chambre. Certains retours ne sont pas vraiment des retrouvailles. Je m'appelle Cyprien, j'ai 26 ans, bibliothécaire dans un village perdu. Je vis seul dans un cottage isolé, en rase campagne. Il y a 6 mois, mon chien a disparu. Pas de corps, pas de piste, rien. Un soir, il était là, le lendemain, il ne l'était plus. J'ai cherché des semaines avant de faire mon deuil. Et puis, il y a 3 nuits, à la tombée du jour, il était assis devant ma porte. Amaigri, le poil terne, mais vivant. Le soulagement a duré le temps d'un souffle. Sa posture avait changé. Avant, il se vautrait n'importe où. Maintenant, il s'assoit, raide, droit, comme au garde à vous. Et il refuse d'entrer dans ma chambre. Ce n'est pas de la peur. Il se plante dans le couloir, face à la porte fermée, des heures durant. Le lendemain, je l'ai emmené chez la véto. Elle a scanné la puce et froncé les sourcils. Le propriétaire enregistré n'était pas moi. C'était un homme décédé dans ce même cottage 2 ans avant mon arrivée. Il portait le même nom que moi. Le même prénom. Sa date de naissance tombait 2 jours avant la mienne. Et l'adresse inscrite sur la puce ne désignait pas le cottage. Elle désignait la chambre. J'ai relu la fiche 3 fois. La véto m'a demandé si j'allais bien. Je n'allais pas bien. Un autre Cyprien avait habité ces murs bien avant lui. Quelque chose de cet homme n'en était jamais parti. Certaines vérités ne se cachent pas dans les ombres. Elles se glissent dans des formulaires, tapés par un employé municipal qui ne savait pas ce qu'il archivait. J'ai relu la fiche tout le long du retour. Le même nom, le même prénom. Une date de naissance à 2 jours de la mienne. Cet homme était mort dans la pièce où je dormais chaque nuit. Depuis le retour du chien, je n'ai plus remis les pieds dans la chambre. Je dors sur le canapé. Je me dis que c'est pour lui tenir compagnie, mais cette pièce me retourne l'estomac. J'ai appelé Capucine, je lui ai tout raconté. Elle m'a dit de chercher l'acte de décès. Le lendemain, à la bibliothèque, Juliette m'a aidé à fouiller les registres locaux. L'ancien occupant est décédé de cause indéterminée. Dossier classé, aucune famille. Gaspard a nettoyé les lieux et remis le cottage en location. J'ai signé le bail 5 mois après. Tout avait été trop facile. Il n'avait presque rien demandé. Le loyer en dessous du marché. Il avait l'air pressé, trop pressé. Le chien, lui, a trouvé son rituel. Chaque soir, il marche jusqu'au couloir, s'assoit face à la porte fermée et reste là des heures. Il ne gratte pas, il ne gémit pas. Il attend. La première nuit, j'ai voulu le déplacer. Impossible. Je dors avec les lumières allumées. Hier soir, j'ai envoyé un message à Capucine. Je crois que ce chien attend quelqu'un. Elle a répondu aussitôt. La question, c'est qui ? Personne ne l'avait cherché depuis 2 ans. Personne, sauf un animal qui n'avait jamais oublié son maître. Il y a des réponses qui ne soulagent rien. J'ai épluché mon courrier, pas celui de la semaine, tout ce qui s'était empilé depuis mon arrivée. Un relevé de ma mutuelle mentionnait une consultation d'il y a 3 ans. Je vivais à 400 km d'ici à l'époque. Un avis d'imposition portait des références antérieures à mon bail. Mon identité et celle du mort se confondaient dans les fichiers. Au travail, j'ai glissé un mot à Juliette. Elle m'a appris que Gaspard possédait plusieurs propriétés rurales et qu'il choisissait ses locataires avec un soin étrange, trop minutieux pour des cottages bon marché. J'ai appelé la mairie pour demander l'acte de décès. L'employé a hésité, puis m'a dit que le dossier était administrativement complexe. Elle m'a demandé de venir en personne avec 2 pièces d'identité. Samedi, Capucine est venue au cottage. Elle a vu le chien dans le couloir, assis face à la porte, immobile. Elle s'est accroupie à côté de lui. Il ne l'a pas regardé. Elle s'est relevée et m'a chuchoté. « Il ne t'attend pas, Cyprien. Il garde cette porte. Il empêche quelque chose d'en sortir. » Nuit blanche.
Le fait que la puce soit enregistrée au nom d'un mort portant ton nom exact, à ton adresse. J'aurais quitté ce cottage dans l'heure, chien ou pas chien. Pas parano, mais... Ce qui me glace, c'est que pour certaines administrations, tu es littéralement mort. Concrètement, ça peut bloquer tes comptes bancaires, ton passeport, ta carte vitale, tout. Minou revenant. Le chien refuse d'entrer dans la chambre parce qu'il sait ce qui s'y est passé. Les animaux n'oublient pas ce genre de trauma, même des années après. Mon chien avait une tache blanche derrière l'oreille gauche. Celui qui est revenu l'a derrière la droite. J'ai passé 3 jours à me convaincre que je confondais avant d'admettre la vérité. Ce chien n'est pas le mien. C'est celui de l'homme qui est mort dans ma chambre. Il est rentré chez lui. Moi, j'étais juste l'occupant temporaire. 2 jours plus tard, Cyprien a publié une mise à jour. J'ai compris pourquoi Gaspard m'a choisi comme locataire. C'est Capucine qui a trouvé. Elle enquêtait sur Gaspard de son côté, sans rien me dire. L'annonce n'avait jamais été publiée sur un site grand public. Gaspard l'avait postée sur un petit forum d'entraide locale que personne ne consulte en dehors du canton. L'annonce ne ressemblait pas à une offre de logement. Les critères étaient d'une précision absurde. Homme, milieu de la vingtaine, célibataire, travaillant dans la fonction publique ou assimilé. Capucine a retrouvé les pages en cache. Gaspard avait publié le même texte 4 fois, en modifiant les mots-clés, jusqu'à ce que quelqu'un avec le bon profil réponde. Moi. Il m'a choisi parce que je porte le même nom que l'homme mort dans cette chambre. Même prénom, même patronyme, date de naissance à 2 jours près. Avec moi dans le cottage, les systèmes ont fusionné nos identités. Le décès est devenu invisible, enterré sous le dossier actif d'un vivant. Gaspard ne cherchait pas un locataire. Il cherchait une gomme humaine. Il m'a trouvé. La coïncidence n'en avait jamais été une. Archiviste communal. Bibliothécaire ici aussi. Les erreurs d'homonymie dans les registres communaux, ça existe. Mais un match nom, prénom, date de naissance et adresse, c'est statistiquement impossible par hasard. Lecteur silencieux. Ton propriétaire savait. C'est la seule explication logique. Il t'a choisi pour ton nom, pas pour ton dossier locataire. Throwaway juriste. Exactement. Un bailleur qui omet de déclarer un décès survenu dans le bien loué est déjà en infraction. S'il a en plus recherché un locataire homonyme pour brouiller les pistes administratives, on est dans la préméditation pure. Le système ne fait pas la différence entre un vivant et un mort qui portent le même nom. J'ai quitté le cottage en 48 heures. Capucine m'a aidé à trouver un avocat. J'ai déposé plainte contre Gaspard auprès de la gendarmerie. L'enquête est ouverte. Mais le mal est fait. 3 mois plus tard, ma mutuelle a rejeté un remboursement. Mon dossier est signalé avec un événement de décès. Ma demande de prêt immobilier a été bloquée par un acte de décès fantôme rattaché à mon numéro de sécurité sociale. Chaque démarche administrative exige que je prouve que je suis vivant. Je passe des heures dans des bureaux avec des piles de documents à expliquer que je ne suis pas mort, que je n'ai jamais été mort, que le défunt est quelqu'un d'autre. Sauf que le défunt porte mon nom, ma date de naissance à 2 jours près et mon ancienne adresse. Le système ne nous distingue pas. J'ai survécu. J'ai gardé le chien. Mais dans mon nouvel appartement, il fait la même chose. Chaque soir, il s'assoit dans le couloir face à la porte de la chambre et il attend, avec une patience absolue, quelqu'un qui ne reviendra jamais. Throwaway juriste. Si le propriétaire a dissimulé un décès survenu dans le logement et a sciemment exploité l'homonymie, c'est de l'entrave. Dépose une plainte au procureur, pas un simple signalement au commissariat. Parfois, les morts ne hantent pas les maisons. Ils hantent la paperasse. Passons à l'histoire suivante. Une femme reproduit exactement mes séances à la salle, et ma mère a remarqué quelque chose que je refuse de croire. Publié il y a 6 jours sur r/offmychest par Throwaway Routine 82. Je m'appelle Océane, j'ai 29 ans, je suis infirmière de nuit. Je vis en appartement avec ma mère, Manon. Ça fait environ 2 ans que je fréquente la même salle de sport,
toujours après mes gardes. C'est mon rituel, mon sas de décompression. Je connais ma routine par cœur, l'ordre des machines, le nombre de répétitions, mes temps de pause, tout est réglé. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à remarquer une habituée, Margot. Elle faisait les mêmes exercices que moi, même enchaînement, même rythme, même pause entre les séries. Au début, je me suis dit que c'était une coïncidence. Les programmes populaires, ça existe, tout le monde pioche dans les mêmes vidéos. Sauf que ça a continué, séance après séance, parfaitement synchronisée. J'ai fini par en parler à ma mère un soir, sur le ton de la blague. Manon m'a écouté sans rien dire. Elle avait un drôle de regard, mais je n'ai pas insisté. Le lendemain matin, elle m'a prise à part avant que je parte dormir. Elle m'a dit que la veille au soir, pendant qu'elle préparait le dîner, j'étais entré dans la cuisine et j'avais reproduit chacun de ses gestes pendant une vingtaine de minutes. Exactement les mêmes mouvements au même moment. Quand elle avait prononcé mon prénom, je n'avais pas réagi. J'ai ri. Je lui ai dit qu'elle exagérait. Mais Manon ne riait pas du tout. Elle me fixait avec une certitude qui ne lui ressemblait pas, et c'est ça qui m'a glacé. Pas ce qu'elle racontait, mais le fait qu'elle y croyait absolument. Quelque chose échappait à Océane, et ça ne datait pas d'hier. Océane a voulu en avoir le cœur net. La séance suivante, j'ai tout changé exprès. J'ai inversé l'ordre des machines, ajouté des répétitions sur le banc, rallongé mes pauses. Je surveillais Margot du coin de l'œil. Elle faisait son truc de son côté, un programme complètement différent du mien. J'ai respiré. Je me suis senti bête d'avoir autant gambergé. Manon aussi devait exagérer. 2 jours plus tard, je suis retourné à ma routine habituelle. Et là, j'ai observé Margot attentivement. Chaque mouvement, chaque tempo, chaque pause, synchronisé avec les miens. Identique. J'ai essayé de filmer discrètement avec mon téléphone posé sur le banc, mais l'angle ne captait rien d'utile. Le soir même, Manon m'attendait dans le salon. Elle m'a dit qu'elle m'avait trouvé en train de plier le linge en même temps qu'elle, geste pour geste, les yeux dans le vide. Je n'en avais aucun souvenir. Aucun. J'avais rendez-vous chez mon médecin Romain la semaine suivante pour mes migraines. Il me fait des injections depuis quelques mois. Je lui ai parlé de ces épisodes, du mimétisme involontaire, des trous de mémoire. Il a écouté sans m'interrompre. Il prenait des notes, beaucoup de notes. Il m'a expliqué que la fatigue liée au travail de nuit pouvait provoquer des épisodes dissociatifs, que c'était connu, que ce n'était pas grave. Il a ajusté légèrement le dosage de mes injections. Je suis reparti rassuré. Romain est mon médecin depuis des années, je lui fais confiance. Mais en y repensant ce soir-là, je n'arrivais pas à me sortir de la tête la façon dont il m'avait regardé pendant que je parlais. Pas comme quelqu'un qui découvre un problème, comme quelqu'un qui vérifie un résultat. Et Océane n'avait encore rien vérifié elle-même. Manon a décidé de prouver ce qu'Océane refusait de croire. Ma mère m'a filmé sans me prévenir. Un soir où elle préparait le repas, elle a posé son téléphone contre le mur de la cuisine. Le lendemain, elle m'a montré la vidéo. Je me suis vu entrer dans la cuisine et reproduire chacun de ses gestes en simultané. Couper, remuer, essuyer. Mes yeux étaient ouverts mais flous. Je ne me souvenais de rien. J'ai passé la nuit à chercher sur Internet. Synesthésie miroir, échopraxie, automatisme moteur. Chaque résultat me terrifiait un peu plus. Le surlendemain, je suis allé à la salle plus tôt que d'habitude. Je me suis installé dans l'espace d'étirement et j'ai attendu. Margot est arrivée et a commencé sa routine. J'ai senti ma main se contracter au rythme de ses répétitions. Mon bras voulait bouger sans que je le décide. Ce n'était plus extérieur, c'était dans mon corps. Je suis parti avant la fin de la séance. J'ai appelé Romain dans la voiture. Il m'a programmé des injections supplémentaires pour gérer ce qu'il appelle mes migraines de stress. J'ai accepté parce que je ne savais plus quoi faire. Je ne me reconnais plus. Mon corps agit sans mon accord et je n'en garde aucune trace. Si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire, dites-le moi. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Neuropurius, ton médecin augmente les injections pile quand les épisodes empirent.
Tu ne trouves pas ça bizarre? Consulte quelqu'un d'autre, fais un bilan complet. Ex-cobaye pharma. Mon ancien traitement contre l'anxiété me faisait reproduire des gestes vus dans la journée sans que je m'en rende compte. Ça a pris des mois avant qu'on fasse le lien avec le médicament. Coach sportif. Demande les vidéos de surveillance de ta salle. Tu pourras vérifier qui commence les mouvements en premier, toi ou Margot. Quelques jours plus tard, Océane est revenue avec une mise à jour. Les injections n'ont jamais été pour mes migraines. J'ai suivi vos conseils. J'ai demandé les enregistrements de surveillance au gérant de la salle. Il a accepté de me montrer les bandes des 3 dernières semaines. Sur chaque vidéo, sans exception, Margot arrive avant moi. Parfois 5 minutes avant, parfois 20. Et sur chaque vidéo, j'entre après elle et je commence à reproduire ses mouvements avec environ 2 secondes de décalage. 2 secondes. Ce n'était pas elle qui me copiait, c'était moi. Depuis le début. J'ai ensuite consulté un autre médecin pour avoir un deuxième avis sur mes injections contre les migraines. Elle m'a prescrit un bilan sanguin complet. Les résultats ont révélé un composé dans mon organisme qui ne correspond à aucun traitement standard contre la migraine. Elle m'a montré 2 articles de neurologie où cette substance est documentée comme induisant l'échopraxie, la reproduction involontaire des mouvements observés chez autrui. J'ai confronté Romain. Il a d'abord esquivé, puis il s'est braqué. J'ai exigé l'intégralité de mon dossier médical. Dans ce dossier, il y avait un second classeur que je n'avais jamais vu. Des notes d'observation détaillées sur mes comportements de mimétisme, horodatés, rédigées dans un ton clinique. Depuis la toute première injection, Romain documentait mes réactions. Il menait une expérience sur moi sans mon consentement. Docteur Red Flag. Infirmière aussi. Des injections toutes les 2 semaines pour des migraines, sans IRM préalable, sans bilan sanguin. Ce type n'a jamais voulu te soigner. Throwaway Psy étudie. Ce qui me glace, c'est que ta mère t'a appelé pendant que tu la copiais et tu n'as pas réagi. Ton cerveau conscient n'était même pas aux commandes à ce moment-là. Ce que Romain cachait allait bien au-delà d'Océane. Quand les policiers ont perquisitionné le cabinet de Romain, ils ont trouvé 6 autres dossiers. 6 femmes, toutes ces patientes, toutes traitées avec le même composé sous des diagnostics bidons. Migraine, céphalée de tension, névralgie. Chaque dossier contenait les mêmes grilles d'observation. Latence, durée, conscience du sujet. Il avait fait de nous des cobayes. J'ai déposé plainte. Le cabinet est sous scellé, l'enquête suit son cours. 2 des autres femmes m'ont contacté depuis. Elles aussi croyaient se faire soigner pour des douleurs chroniques. Les injections se sont arrêtées il y a 3 mois. La plupart de mes symptômes ont diminué. Je ne copie plus personne à la salle sans m'en rendre compte. Mais il reste quelque chose. Quand Manon et moi préparons le dîner, mes mains reproduisent encore les siennes. Je m'en aperçois au milieu d'un geste. Ma main qui saisit le sel au même instant que la sienne. Mon poignet qui tourne au même angle. Je dois m'arrêter consciemment, forcer mes doigts à rester immobiles. Ma neurologue ne sait pas si c'est réversible. J'ai gagné sur le plan judiciaire. Mais mon corps ne m'appartient pas encore tout à fait. Un commentaire résonnait sous cette dernière publication. Lurk and learn. L'échopraxie involontaire existe vraiment, c'est documenté en neurologie. Mais la provoquer chimiquement sur des patientes non consentantes, c'est de l'expérimentation humaine pure et simple. Passons à l'histoire suivante. Je, femme de 25 ans, trouve des petits mots manuscrits à l'intérieur de mes colis scellés, me demandant si je suis en sécurité. Publié il y a 6 jours sur r/Let's Not Meet par Colis Solid Throw. Je m'appelle Élise, j'ai 25 ans. Je suis graphiste freelance et je vis seule dans mon condo. Mon travail fait que je commande beaucoup en ligne. Encre, papier, tablette, tout passe par la livraison. C'est mon quotidien depuis des années. Il y a quelques semaines, en ouvrant un colis de fourniture, j'ai trouvé un petit mot plié glissé entre les articles. Pas collé sur l'emballage, à l'intérieur, entre mes tubes de peinture. Il disait « Est-ce que tu te sens en sécurité chez toi ?» J'ai trouvé ça bizarre, sûrement une blague d'entrepôt ou un mot perdu.
Deuxième colis, quelques jours plus tard, commande différente. Même écriture, même papier plié en 4. Cette fois, tu vis seul, non? Fais attention à toi. Je me suis raisonné. Coïncidence, erreur. Puis le troisième mot est arrivé. Celui-là ne posait plus de questions vagues. Il disait que je travaillais tard le soir devant ma fenêtre de salon. Cette fenêtre donne sur le parking utilitaire en contrebas de l'immeuble, exactement l'endroit où les camionnettes de livraison se garent. Le seul angle depuis lequel on peut voir mon écran la nuit, c'est celui-là. Quelqu'un me regarde depuis le parking des livreurs. La vraie question, depuis quand? Elle n'avait jamais fermé ses stores. Ce qui avait été une simple habitude, ouvrir ses colis le soir en travaillant, était devenu une épreuve. Déchirer le ruban adhésif avec une boule au ventre. Depuis le troisième mot, je ferme les stores dès que la lumière baisse. Le soir, je scrute le parking en contrebas, accroupi pour ne pas être vu. J'ai fouillé tous les cartons que je n'avais pas encore jetés. Rien. J'ai appelé le service client du transporteur. Poli, vague, on va examiner la situation. Quand j'en ai parlé à Léa, ma meilleure amie, sa réaction a été nette. Arrête de commander en ligne. Sauf que mon travail de graphiste dépend de ces livraisons. J'ai tenté de brouiller les pistes. Horaires décalés, produits différents, j'ai même passé une commande sous un autre prénom. Les mots continuaient. Même écriture, même pliage soigné, toujours glissé entre les articles. L'un mentionnait mon créneau de course du jeudi. Un autre précisait que la lumière de mon couloir était éteinte un soir. Des détails banals, mais d'une exactitude terrifiante. J'ai déposé une réclamation écrite auprès de la société de logistique. Numéro de dossier. Silence. Je photographie désormais chaque mot, chaque scellé, chaque horodatage. Léa me pousse à aller voir la police. J'hésite. Aucun de ces mots ne contient de menace. Ils se présentent comme de l'inquiétude. C'est exactement ça qui les rend impossibles à signaler. Quelqu'un la connaissait par cœur. Et elle n'avait rien. Pas un nom, pas un visage. Juste des mots pliés en 4. L'attente n'était plus tenable. Je suis allé au commissariat. L'agent qui m'a reçu était compréhensif. Il a tout noté, les dates, les mots, les photos. Mais sans menace explicite, il m'a expliqué que les possibilités d'action restaient limitées. On enregistre, on documente, on attend. En rentrant, je me suis mise à chercher comment fonctionne la chaîne de livraison entre l'entrepôt et ma porte. Le dépôt local gère le tri du dernier kilomètre. Une seule équipe là-bas manipule chacun de mes colis, voit mon nom complet, mon adresse, mon numéro, le détail de chaque commande. J'ai réexaminé les scellés de mes anciens cartons. Les mots étaient glissés après la fermeture d'usine, mais avant la pose de l'étiquette d'expédition. Ce n'est pas le livreur. C'est quelqu'un au stade de la préparation, dans le dépôt même. Quand j'ai expliqué ça à Léa, elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle m'a demandé si j'avais une caméra. Le soir même, j'ai installé une petite caméra sur le rebord de ma fenêtre, braquée sur le parking en contrebas. Maintenant, j'attends. Nuit polaire. Le fait que les mots soient à l'intérieur des colis scellés, ça veut dire que c'est forcément quelqu'un dans la chaîne logistique. Le livreur n'a pas accès au contenu après fermeture du carton. Ombre du dépôt. Ce qui me fait le plus peur, c'est que l'entreprise a ses coordonnées complètes dans leur système. Même viré, il a eu le temps de tout mémoriser avant qu'on lui coupe l'accès. Throwaway. J'ai bossé en entrepôt logistique. Les préparateurs voient ton nom, ton adresse, ce que tu commandes, la fréquence. Certains connaissent tes habitudes mieux que tes voisins. C'est exactement ce que j'ai compris trop tard. Je commandais 3 à 4 fois par semaine. Encre, papier spécial, fournitures diverses. Il avait une cartographie complète de mon quotidien juste en regardant mes bons de préparation. Et quand j'ai demandé à Quentin qui avait accès à mes données, il m'a répondu que c'était confidentiel côté RH. Comme si ma sécurité passait après leur procédure interne. Quelques jours après avoir installé la caméra, Élise est revenue sur le fil. Un mot est apparu dans ma boîte aux lettres physique. Pour ceux qui découvrent ce fil,
Je reçois depuis des semaines des mots manuscrits glissés dans mes colis scellés. Léa est venue m'aider à classer mes preuves. C'est elle qui a remarqué que l'écriture sur les mots ressemblait aux annotations griffonnées dans la marge d'un bordereau de livraison que j'avais gardé. Un bordereau avec des initiales de préparateur. On a recoupé le nom du dépôt. Une conseillère du service client m'a confirmé en off la tournée du préparateur correspondant. Le nom, Bastien, préparateur de commandes au dépôt local. En fouillant un forum logistique et un article de presse local, j'ai découvert que Bastien avait déjà été signalé dans une autre entreprise pour le même comportement. Des mots personnels insérés dans les colis de femmes vivant seules. Il avait été licencié. Le coordinateur régional qui avait traité ma réclamation, Quentin, connaissait le dossier disciplinaire de Bastien quand il l'a embauché. Il avait un poste vacant à combler vite. Bastien a été écarté. 3 jours après, un mot plié dans ma boîte aux lettres physique. Pas de colis. Même écriture. Tu ne devrais pas laisser ta porte de boîte aux lettres si facile à ouvrir. Il est venu ici. Lumière basse. Signale directement à la gendarmerie, pas juste au service client. Ils vont te balader pendant des mois sinon. Fenêtre sans rideau. Le détail sur ta fenêtre de salon me glace. Il ne se contente pas de lire tes données. Il te regarde physiquement. Papillon de verre. C'est ça le vrai basculement. Tant que c'était des mots dans des colis, on pouvait se dire que c'était un type bizarre derrière un écran d'entrepôt. Mais le fait qu'il sache ce qu'elle fait chez elle le soir, ça veut dire qu'il s'est déplacé, qu'il a repéré l'angle depuis le stationnement, qu'il est revenu. C'est de la préméditation physique. Ce qui suivit l'éviction de Bastien ne ressemblait pas à une fin. L'entreprise a déclaré que Bastien avait été écarté du poste. J'ai demandé à 3 reprises s'il avait été licencié ou simplement muté vers un autre dépôt dans une autre région. On m'a répondu que cette information relevait de la gestion interne. Quentin n'a subi aucune conséquence. Il est toujours coordinateur régional. La police a mon dossier complet. Les photos, les mots, le bordereau avec les initiales de Bastien. Aucune poursuite. Les mots ne contenaient aucune menace explicite. Juridiquement, c'était de l'inquiétude. Je fais désormais livrer tous mes colis en point relais, plus jamais chez moi. J'ai fait changer la serrure de ma boîte aux lettres. Je ferme les stores avant la tombée du jour. Léa passe plus souvent, sans rien dire. Bastien possède toujours mon nom, mon adresse, mon historique de commande, mes horaires. Le système lui a donné tout ça dans le cadre de son travail. Rien de criminel n'a été prouvé, rien n'a été résolu, juste déplacé. Peut-être vers un autre dépôt, une autre ville, une autre femme qui commande seule depuis chez elle. Je ne sais pas où il est. Le mot dans la boîte aux lettres a brisé quelque chose que les colis n'avaient pas touché. L'idée que chez moi, c'était un endroit à moi. Des centaines de personnes lisaient, impuissantes. Papillon de verre. Est-ce que tu as vérifié s'il y a un parking ou un espace de stationnement pour véhicules utilitaires près de ton bâtiment ? Les camionnettes de livraison se garent souvent dans des zones avec vue directe sur les appartements. C'était la dernière histoire pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner.